Il y a quelques semaines, 2 photographies ont fait le tour du monde en l'espace de quelques jours. La première montrait les dirigeants européens, alignés, presque comme des élèves, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le président américain, avec un humour qui n'a fait rire que lui, leur a lancé quelque chose comme « Tant que vous vous comporterez bien, je ne dirai rien ». En tant que Français, en tant qu'Européen, le rire est resté coincé dans ma gorge. Il y avait dans cette image une atmosphère de salle de classe, une condescendance qui trahissait un rapport de force brutal. La deuxième photographie, prise quelques jours plus tard, montrait le même président américain, mais cette fois face à Vladimir Poutine. L'ambiance était radicalement différente. Plus de randonnions. 2 hommes, face à face, discutant d'égal à égal. 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Et au milieu, invisible mais omniprésente, l'Europe. Pas à la table des négociations, mais sur la table, comme un enjeu, un territoire à se partager, une facture à régler. C'est en regardant ces 2 images que j'ai compris. J'ai compris que la guerre en Ukraine, telle que nous l'apercevions, était terminée. Pas sur le champ de bataille, mais dans les coulisses du pouvoir. J'ai compris que les États-Unis et la Russie étaient en train de clore leur chapitre, et que l'Europe, qui avait tant sacrifié, n'était même pas invitée à la signature. Pire encore, j'ai compris qu'on allait nous présenter l'addition. Une addition que j'ai appelée le prix du deuil. Le deuil de notre souveraineté. Le deuil de notre prospérité. Le deuil de notre illusion de puissance. Cette prise de conscience a été le point de départ de mon enquête. J'ai décidé de remonter le fil, de comprendre comment nous en étions arrivés là, comment, sous couvert de nous défendre, on nous avait en réalité affaiblis, isolés et, finalement, mis devant le fait accompli. J'ai découvert que cette situation n'était pas un accident, mais l'aboutissement d'une stratégie implacable. L'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle de ce grand jeu de dupes. C'est la chronique d'une paix qui sera négociée sur notre dos et financée par nos propres soins. Je vais vous révéler les clauses cachées de ce deal qui se trame loin des regards, et pourquoi, à la fin, le seul véritable perdant de cette guerre, en dehors de l'Ukraine elle-même, risque bien d'être l'Europe. Mon enquête m'a plongé dans les câbles diplomatiques de la fin de la guerre froide, dans les articles du New York Times qui documentent l'implication américaine en Ukraine, et dans les interviews où les dirigeants des 2 bords, démocrates comme républicains, admettent avec un sourire en coin leur véritable objectif. J'ai compris que pour comprendre le présent, il fallait accepter une vérité dérangeante. Cette guerre n'a jamais été seulement celle de l'Ukraine. Comme l'a admis le secrétaire d'État Marco Rubio, c'est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, menée sur le sol européen. Dans cette chronique, nous allons ensemble décortiquer la mécanique de ce piège. Nous verrons d'abord comment l'histoire de ce conflit a été façonnée par 30 ans de promesses non tenues et d'avancées stratégiques qui ont mis le feu aux poudres. Nous analyserons ensuite les conditions réelles que la Russie, en position de force, exige pour mettre fin au conflit. Des conditions qui n'ont rien à voir avec ce que nos médias nous racontent. Nous décortiquerons le coup de maître de l'administration Trump. Un plan pour ramener la paix, mais qui transforme l'Europe en payeur et en client de l'industrie de défense américaine. Enfin, nous ferons le bilan terrible de ce gâchis, et nous verrons qui sont les vrais gagnants et les vrais perdants de cette reconfiguration brutale du monde. Ce que vous allez entendre va bousculer vos certitudes. Mais il est crucial de comprendre la partie qui se joue, car c'est notre avenir qui est sur la table. Si vous êtes prêt à regarder la réalité en face, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous écoutez cette chronique. La lucidité est notre seule arme. Pour comprendre le piège, il faut d'abord définir la nature du crime. Et le crime, ici, est un mensonge par omission. On nous a présenté ce conflit comme une simple agression d'un pays contre un autre. La réalité, comme l'a froidement admis le secrétaire d'État Marco Rubio sur Fox News, est que la guerre en Ukraine est une guerre par procuration, proxy war, entre les États-Unis et la Russie. Le New York Times a d'ailleurs largement documenté l'implication profonde des services américains dans la préparation et la conduite de ce conflit, bien avant 2022. C'est le premier fait, brutal, qu'il faut accepter. L'Ukraine est le champ de bataille, mais les belligérants principaux sont ailleurs. Pourquoi cette guerre? L'administration Trump, et c'est une ligne constante de sa part,
a toujours considéré que l'ennemi stratégique numéro 1 des États-Unis n'est pas la Russie, mais la Chine. Cette guerre en Europe est une distraction coûteuse, une hémorragie de ressources qui devrait être concentrée sur le Pacifique. L'objectif de Trump est donc simple, clore ce chapitre le plus vite possible pour pivoter vers son véritable adversaire. Mais clore le chapitre ne veut pas dire faire un cadeau à la Russie. Il faut comprendre que l'hostilité envers une Europe trop proche de la Russie est une constante de la politique américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, l'a rappelé chez Tucker Carlson. Les États-Unis ne permettraient jamais à l'Europe de trop dépendre de l'énergie russe. C'est la fameuse scène où Trump traite les Européens de fous de construire le gazoduc Nord Stream 2. Mais c'est aussi Joe Biden qui, en février 2022, promettait, avec un sourire entendu, qu'il saurait faire pour que ce gazoduc ne voie jamais le jour. Cette convergence démocrate-républicain sur l'objectif, briser l'axe énergétique Berlin-Moscou, est la clé. La guerre en Ukraine a été l'outil parfait pour atteindre ce but. Elle a permis de saboter cette alliance, de rendre l'Europe dépendante du gaz américain, plus cher, et de réaffirmer la primauté de l'OTAN. Maintenant que cet objectif est atteint, la guerre elle-même devient un problème à régler. J'ai alors compris que la paix que Trump veut négocier n'est pas une paix pour l'Ukraine ou pour l'Europe. C'est une paix pour l'Amérique. Une paix qui lui permet de consolider ses gains stratégiques, une Europe affaiblie et dépendante, et de se libérer les mains pour affronter la Chine. La scène du crime est posée. La victime est l'Ukraine, l'arme est la guerre, mais les commanditaires ont des objectifs qui dépassent de loin les frontières du Donbass. Pour comprendre la colère de la Russie, et donc ses exigences d'aujourd'hui, il faut remonter le temps. Il faut revenir à la fin de la guerre froide, à ce moment d'espoir où tout semblait possible. Mon enquête m'a plongé dans les archives diplomatiques de l'époque. Et les traces sont là, indélébiles. La promesse faite par les dirigeants occidentaux, notamment le diplomate américain James Baker, à une Union soviétique agonisante, en échange de la réunification de l'Allemagne, l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Peu importe comment les diplomates occidentaux tentent aujourd'hui de minimiser cette promesse, de la qualifier de simple discussion. Pour la Russie, c'était un pacte qui a été méthodiquement trahi. J'ai regardé la carte de l'expansion de l'OTAN depuis 1990. C'est une marée qui a submergé, l'une après l'autre, toutes les anciennes nations du pacte de Varsovie, pour venir frapper aux portes mêmes de la Russie. Chaque nouvelle adhésion était une humiliation, une preuve de la duplicité occidentale. Ajoutez à cela le déploiement de bases militaires américaines tout autour de la Russie. J'ai mis cette carte en perspective avec celle de la crise des missiles de Cuba. On comprend soudain mieux la paranoïa russe. Les États-Unis étaient prêts à déclencher une guerre nucléaire parce que l'URSS avait osé installer des missiles un peu trop près de leurs côtes. Mais ils ne comprennent pas que la Russie puisse s'inquiéter de voir des bases de l'OTAN à quelques minutes de Moscou. Puis vient l'étincelle, la révolte de Maïdan en 2014. On sait aujourd'hui, et des journalistes comme Olivier Berruyer l'ont remarquablement documenté à l'époque, que les administrations démocrates américaines ont, au minimum, largement encouragé ce renversement de gouvernement pro-russe. Pour Moscou, c'était la ligne rouge. L'Ukraine, ce pays frère, historiquement et culturellement lié à la Russie, basculait dans le camp adverse, avec la perspective de rejoindre l'OTAN et d'accueillir des bases américaines en Crimée. La suite est une tragédie connue. L'annexion de la Crimée, où la population majoritairement russe a accueilli les troupes sans un coup de feu. La guerre dans le Donbass, où les régions russophones ont demandé leur autonomie, soutenues par Moscou, et ont été bombardées par leur propre gouvernement ukrainien. Et enfin, les accords de Minsk, cette mascarade diplomatique dont François Hollande et Angela Merkel ont avoué plus tard qu'elle n'était qu'un prétexte pour gagner du temps et armer l'Ukraine. La Russie a compris qu'on la menait en bateau, que la paix n'avait jamais été une option. En 2022, elle a décidé de renverser la table. Comprendre cette histoire de trahison perçue est la seule façon de décrypter les conditions de paix que la Russie met aujourd'hui sur la table. Ce ne sont pas les exigences d'un agresseur, mais celles d'une puissance qui se sent acculée et qui, ayant repris le dessus militairement, entend bien obtenir des garanties de sécurité définitives. J'ai analysé les fuites de ces demandes. Elles sont d'une logique implacable, si l'on se place du point de vue russe. Premièrement, pas de cessez-le-feu avant un accord complet.
C'est la leçon des accords de Minsk. Poutine ne se fera pas avoir deux fois. Il ne donnera pas à l'Ukraine et à l'OTAN le temps de se réarmer pendant des négociations factices. Deuxièmement, l'annexion définitive des oblasts du Donbass, Donetsk et Lugansk, ainsi que la reconnaissance des autres gains territoriaux. C'est le prix du sang. Poutine a trop investi en vies humaines et en ressources pour repartir sans ces territoires, majoritairement russophones et russophiles. Troisièmement, la reconnaissance de la Crimée comme étant russe. C'est une évidence pour Moscou. La Crimée, c'est 60% de passeports russes avant même l'annexion. Et c'est surtout la base navale stratégique de Sébastopol, vitale pour la flotte russe de la mer Noire. Quatrièmement, et c'est le cœur du problème, la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. C'est la réparation, même partielle, de la promesse brisée de 1990. Poutine veut recréer une zone tampon, un glacis de sécurité entre la Russie et l'OTAN. Cinquièmement, des demandes culturelles, mais fondamentales. La reconnaissance du russe comme langue officielle en Ukraine. C'est une réponse directe à la décision du gouvernement post-Maïdan de supprimer le statut du russe, une décision qui a mis le feu aux poudres dans l'est du pays. Et la protection des chrétiens orthodoxes russes. Il s'agit de protéger l'identité de millions de personnes qui se sentent plus proches de Moscou que de Kiev. Enfin, une concession apparente. La Russie accepterait des garanties de sécurité pour une Ukraine neutre, y compris la présence de troupes internationales. C'est la porte de sortie que Trump veut utiliser. Mais cette porte de sortie a un prix, et ce n'est pas la Russie qui va le payer. C'est ici que le génie commercial de Trump entre en scène. Il a compris que toutes les parties étaient épuisées et cherchaient une sortie. Il a donc conçu un deal où, en apparence, tout le monde obtient quelque chose, mais où, en réalité, les États-Unis raflent la mise. Le plan est simple. L'Ukraine obtient des garanties de sécurité, mais elle doit payer pour. Comment ? En signant des contrats d'armement avec les États-Unis pour une valeur de 100 milliards de dollars. Évidemment, l'Ukraine est en faillite. Elle ne peut pas payer. Qui va donc payer ? L'Union européenne. C'est le coup de maître. Trump met une pression énorme sur les dirigeants européens. Soit vous financez la sécurité de l'Ukraine en achetant nos armes, soit la guerre continue et vous continuez de payer le prix économique et social. Pour les Européens, c'est un dilemme terrible, mais qui pousse à une seule conclusion. Il faut que la paix se fasse le plus vite possible, car la facture ne fera qu'augmenter. Ce deal est la parfaite illustration de la stratégie américaine depuis le début. D'abord, on utilise la guerre pour briser l'axe énergétique russo-européen et nous rendre dépendants du gaz américain. Ensuite, on utilise la guerre pour vider les stocks d'armes européens, nous forçant à acheter du matériel américain pour nous réarmer. Et enfin, on utilise la paix pour nous faire signer un chèque de 100 milliards de dollars supplémentaires, toujours au profit de l'industrie de défense américaine. J'ai alors compris la signification de la photo des dirigeants européens dans le bureau ovale. Ils n'étaient pas là pour négocier. Ils étaient là pour être informés des termes de la facture. Ils doivent maintenant rentrer chez eux et expliquer à leurs opinions publiques qu'après avoir dépensé des milliards pour une guerre perdue, il va falloir dépenser encore plus pour une paix humiliante. C'est le prix du deuil, le deuil de la victoire, le deuil de la souveraineté. L'Europe a été l'instrument de la politique américaine pour affaiblir la Russie. Maintenant que le travail est fait, l'instrument doit payer pour les services rendus. Au terme de mon enquête, il est temps de faire les comptes, de regarder, froidement, qui sont les gagnants et les perdants de cette tragédie. Le bilan est, comme le disait le script original, absolument catastrophique pour presque tout le monde. Pour l'Ukraine, c'est une destruction totale. Le pays est exsangue. Il a perdu 20% de son territoire, 40% de son PIB et près de la moitié de sa population entre les réfugiés et les territoires passés sous contrôle russe. Des centaines de milliers de jeunes hommes ont été sacrifiés pour un résultat nul. C'est une nation martyrisée qui a tout perdu pour rien. Pour l'Europe, c'est une humiliation stratégique majeure, un coût financier astronomique, un échec diplomatique total. Nous sommes devenus des vassaux des États-Unis, tant sur le plan énergétique que militaire. Nos stocks d'armes sont vides, notre industrie est en crise, et nous avons été réduits au rôle de payeurs dans un conflit où nous n'avons jamais eu voix au chapitre. Tous nos dirigeants vont devoir manger leur chapeau et accepter une paix dictée par d'autres. Pour la Russie, c'est une victoire à la Pyrrhus. Sur le papier, elle gagne.
Elle atteint ses objectifs stratégiques en Ukraine. Mais à quel prix? Des pertes humaines immenses, des territoires conquis qui sont des champs de ruines, un statut de paria en Occident et une dépendance accrue envers la Chine, à qui elle doit vendre son pétrole à prix cassé. La réindustrialisation forcée par les sanctions la rendra peut-être plus forte à long terme, mais le coût immédiat est terrible. Les seuls qui s'en sortent, ce sont les États-Unis. Et encore. Financièrement, c'est une opération brillante. Trump a mis en marche la machine à cash. Mais stratégiquement, le bilan est plus mitigé. Ils ont réussi à jeter la Russie dans les bras de la Chine, créant un bloc eurasiatique hostile qu'il sera très difficile de contenir. Le reste du monde, notamment l'Inde et la Chine qui profitent du pétrole russe bon marché, a bien reçu le message. Le dollar et le système américain ne sont pas fiables. L'Occident est de plus en plus isolé. J'ai alors compris que cette guerre n'avait pas de vrai vainqueur. Elle n'a que des degrés de défaite. C'est un immense gâchis de vie, de ressources et d'intelligence, qui n'a fait qu'accélérer la reconfiguration d'un monde où l'Occident perd, chaque jour, un peu plus de sa centralité. Mon histoire a commencé avec 2 photographies, 2 mises en scène du pouvoir. Elle s'achève sur un champ de ruines, au propre comme au figuré. Le deuil que l'Europe doit faire n'est pas seulement celui de la victoire en Ukraine. C'est le deuil d'un monde où elle se pensait encore une puissance souveraine et respectée. Cette guerre, comme toutes les guerres, est une tragédie. Mais elle est aussi une leçon. Une leçon sur la brutalité des rapports de force, sur la naïveté de croire aux promesses et sur le prix de la dépendance. J'espère, comme le disait le script original, que la paix reviendra. Mais il ne faudra pas oublier le prix que nous aurons payé pour elle. L'inexpliqué a été révélé. Ce n'est pas une histoire de bons contre des méchants. C'est une histoire de puissance qui défendent leurs intérêts, sans pitié. Et au milieu, il y a nous. À nous de ne pas être les idiots utiles de l'histoire qui s'écrit.